prennent à des policiers. C'est aussi une situation que nous vivons et il y a aussi d'une certaine manière une crise avec une génération. Donc oui, cet événement, nous devons effectivement ériger cet homme en vrai symbole dans notre pays, mais dans le même temps, il nous faut aller en profondeur. Il nous faut vraiment aller en profondeur. Et pour terminer, que vous évoquiez en 2018 le plan de prévention, le plan contre la radicalisation, Oui. pour aller au plus profond à l'éducation et prison, ça doit être, à mon sens, une des grandes priorités, une grande cause Mais nationale. dire aussi que la lâcheté, elle est dans l'autre camp. C'est-à-dire tuer un boucher, d'accord. deux retraités, prendre en otage des femmes et tuer à l'arme blanche un policier. Comment on peut se réjouir de ça? C'est-à-dire, le problème, il est quand même là. Mais absolument, ce sont des individus qui sont totalement déstructurés, dont on dit que ce sont des antisociaux. Et il y a un avant 2012 et un après 2012. C'est Mohamed Merah. Un avant 2012 où ces antisociaux, ces délinquants de droit commun, représentaient 60% des terroristes. Aujourd'hui, ils représentent 80%. Et dans 100% des cas, nous avons dans le périmètre direct du terroriste une famille ou des amis qui sont soit des individus radicalisés ou soit des délinquants, ce qui va favoriser le passage à l'acte. Oui. On va revenir sur tout ça, mais en attendant, les hommages se poursuivent. Beaucoup de gens, on l'a vu sur les images de Céla Boubriou, continuent à venir se recueillir devant les gendarmeries. L'émotion dans le monde militaire, c'est un sujet de Florence Lecnec. Parce qu'Arnaud Beltrame s'est livré en échange d'otages, ce mot d'enfant lui dit « merci de nous avoir protégés ». Parce que ce colonel de gendarmerie est mort pour sauver une vie, devant la caserne de Carcassonne, on lui promet une reconnaissance éternelle pour cet acte de grand courage. Et la France meurtrie s'incline devant son dévouement. C'est un acte héroïque, un acte effectivement exceptionnel. C'est un acte qui s'est fait dans le feu de l'action. Je crois que le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame est allé jusqu'au bout de son engagement. Son exemple doit nous inspirer au quotidien. Sur les réseaux sociaux, au fil des heures, une figure de héros se dessine. Sous le mot d'ordre « tous gendarmes », la police nationale exprime sa solidarité totale. La gendarmerie salue le sens du sacrifice de cet officier. Et localement, à Rennes, les familles de gendarmes se rassemblent pour un premier hommage. On dépose aussi des fleurs à Rosières, près de Troyes dans l'Aube, ou dans la Manche, où Arnaud Beltrame a servi pendant 4 ans. Tiffaine Piauget, il faut rappeler que certains pourraient dire il n'a fait que son métier, mais non, il est allé au-delà en fait de ce qu'on lui demande en tant que gendarme. Jamais on ne demande ça aux gendarmes ou aux policiers. Il n'y a pas du tout de procédure pour se substituer à un otage, et c'est en cela que ce geste, Vous dites c'est même interdit. Hein. C'est même interdit. C'est que le risque, c'est d'avoir finalement 2 otages. Ah oui. On est complètement hors procédure sur ce cas-là. Ce qui était intéressant dans le témoignage de la mère d'Arnaud Beltrame, c'est quand elle dit « ce qui m'a surprise, c'est pas son geste, c'est pas ce choix, c'est le fait que ça se passe à Carcassonne ». Parce que cet homme, il a eu énormément de postes différents, comme on peut le voir dans les carrières de gendarmes. Et il est... oui, c'est un militaire, hein, il a eu des situations délicates. Il est parti en Irak, c'était en 2005, il avait été muté en Irak pour des opérations de récupération de soldats français. Typiquement, c'est des terrains beaucoup plus, qui normalement sont beaucoup plus dangereux qu'ici. Idrissa Youssef, on le voit encore une nouvelle fois, après Saint-Étienne-du-Rouvray, petit village de Normandie, maintenant Trèbes, le terrorisme frappe n'importe où. Oui, mais il frappe n'importe où et il faut faire attention dans le même temps aux ragots, propos diffusés ici et là qui consistent à dire oui, mais c'est leur capacité à frapper un peu partout. Je pense qu'il faut aussi voir un peu d'opportunisme dans tout ça, à moins d'établir un lien formel, un lien direct entre cet individu et cette organisation terroriste, mais c'est aussi un individu qui passe à l'acte en bas de chez lui. Il y a une certaine forme d'opportunisme dans le même temps avec une préparation, c'est-à-dire qu'il a préparé de voler un véhicule, se rendre avec des moyens, etc. Donc il y a une certaine forme d'opportunisme et voilà. Mais ça peut se produire n'importe où. Je rappelle que des fichiers S, vous en avez à peu près 20 000 et des individus connus dans le fichier, notamment pour la radicalisation contre le terrorisme, vous en avez à peu près 15 ou 16 000. Ceux-là présentent une véritable menace pour l'ordre et la sécurité publique. Mais ils habitent un peu partout en France. Donc la difficulté, c'est de pouvoir, au-delà d'un outil, de pouvoir savoir quand est-ce que ces individus pourraient à un moment donné passer à l'acte. Vous avez des moyens de communication et de télécommunication pour pouvoir enquêter sur ces individus au travers d'une enquête de police administrative. Et puis quand c'est plus compliqué, on passe sur une police judiciaire, donc avec des moyens beaucoup plus renforcés. Et puis vous avez de la surveillance humaine. Mais malheureusement, on ne peut pas surveiller tout le monde. Oui, mais comment est-ce qu'il vous apparaît quand même ce profil de Radouane Lagdine? Parce que vous avez vu les 2 gardes à vue qui viennent d'être prolongés. Ça concerne sa compagne, 18 ans.
et un ami 17 ans. Ça paraît pas être quelque chose d'extrêmement construit, structuré. Non, mais c'est ce qu'on appelle cette menace endogène, cette menace de l'intérieur avec des individus. Prenons les derniers attentats. Laouache Boulal, il n'était pas connu pour être un grand délinquant ou un type extrêmement radicalisé, mais pas du tout. C'était un type violent, avec une vie sexuelle plutôt débridée et qui ne fréquentait pas les mosquées. L'auteur de l'attentat de Marseille, il n'était pas connu, il n'y a pas de lien formel, même si son frère a été arrêté, mais il n'y a pas de lien formel avec cette organisation terroriste. Donc aujourd'hui, nous avons affaire à des individus terroristes en quête d'un statut ou d'un sens à leur vie. Mais là, il a un statut ou pas, après ce qu'il a fait, et l'hommage de la France entière à Arnaud Beltrame, où il a complètement loupé son coup. C'est ce qu'il cherchait. Oui, qu'il cherche. Lui, il essaie de donner un sens après l'enquête de personnalité. Et là, on a l'impression que c'est où le il en contraire était sur le qui est plan en train de social. naître. Mais là, c'est le plan contraire, parce qu'on est face à un sursaut républicain, à un sursaut national qui va ériger non pas un abruti, un crétin, un sombre fini, à un homme d'État qui a sauvé, qui a échangé sa vie, contre une innocente. Et ça a du sens. Mais oui, vous me posez cette question, évidemment, pour des gens comme nous, ça a beaucoup de sens. Cet acte de bravoure a beaucoup de sens. Il résonne chez nous, c'est beaucoup d'émotions. Et dans le même temps, on se dit que la plupart aujourd'hui des individus qui posent un problème pour l'ordre et la sécurité publique, ce sont des antisociaux, des gens qui ont un passif de droit commun et qui, si ça n'avait pas été Daesh, ça aurait été autre chose, à une autre époque. Disons en tout cas qu'ils ont trouvé un vivier extraordinaire. C'est un carburant. On est d'accord. Parmi des jeunes qui n'étaient que des médiocres, des petits trafiquants de drogue, des violents, quelquefois même dans leur couple, et qui cherchent une identité valeureuse paradoxale. C'est une triste gloire paradoxale, ils la cherchent, et comme ils n'ont pas beaucoup de sens et pas beaucoup d'avenir, ils cherchent ça. Alors les remèdes, puisque vous dites qu'il y a des milliers de fichiers S, et c'est vrai, il y en a 4000 qui sont... C'est qu'on ne peut pas, dans notre état de droit, interner ou emprisonner préventivement quiconque. Notre état de droit nous permet juste de condamner ceux qui font partie d'une association de malfaiteurs à visée terroriste, à condition qu'il y ait déjà au minimum un acte préparatoire. Parce que vous allez voir les récupérations politiques, hein, ça va commencer sans doute dès demain. Vous auriez dû éviter ça, moi je pense que, comme vous, je pense que le plan de 2018 pour essayer d'éradiquer, c'est un bon plan. Comme vous, ou pas comme vous, je pense que la loi du 31 octobre 2017, c'est une bonne loi pour surveiller mieux et plus efficacement les gens dangereux. On n'évitera jamais tout, mais il ne faut pas baisser les bras. Mais ce que j'espère, c'est vrai, c'est que la glorification du geste d'amour extraordinaire de cet homme, indépendamment du fait qu'il a fait son devoir et au-delà de son devoir, va peut-être interroger certains. Voilà, c'est ce que j'espère. Muriel Salmona, c'est Trèbes qui est touché, c'est Carcassonne, mais c'est toute la France, c'est tous les Français aujourd'hui qui sont touchés, qui sont extrêmement émus. Oui, qui sont impactés, puis qui effectivement sont à la fois touchés émotionnellement, ils sont solidaires et vraiment sont en empathie avec toutes les victimes, mais aussi touchés comme cible potentielle, parce que c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Et c'est pareil pour les forces de l'ordre, qui sont ciblées quand même très précisément par les terroristes. Une nouvelle fois. Encore une fois, puisque les CRS ont été aussi... C'était son premier objectif, des militaires, puis des CRS. Voilà, donc c'est effectivement beaucoup... Tout le monde peut se sentir visé et une cible de ces terroristes. Et je voulais revenir aussi sur le fait que là, il y a une volonté de toute puissance du côté de ceux qui se radicalisent et qui sont terroristes, avec une sorte d'addiction à la violence et de volonté de transgression totale. C'est ça qui les anime essentiellement. Voilà, et et c'est pour ça aussi qu'ils sont extrêmement dangereux. Vous avez vu ce qui s'est passé quand même là, très précisément sur Radouane Lagdine. Il appelle sa mère en lui disant c'est moi qui suis dans le supermarché, et ses deux sœurs accourent, c'est ça, Tiffaine Piauget, au supermarché, et elles appellent les gendarmes pour essayer de le raisonner. Ouais. Et ensuite elles vont sur le parking du supermarché pour essayer de le raisonner. Voilà. Ça c'est un signe aussi, c'est que c'est un individu
isolé dans une famille qui, elle, est construite et essaye de le récupérer. Et dans le prolongement de ce qui a été dit, c'est l'absence totale de remords. C'est pas d'appeler sa mère en disant j'ai fait une bêtise, je vais y passer, j'aurais pas dû. Non, c'est l'absence totale de remords, presque une revendication d'un acte qui a été commis, d'un acte absolument ignoble, une signature, absolument. Donc c'est extrêmement compliqué de travailler sur ce genre d'individus, en tout cas à l'heure où on se parle, parce que ce sont des antisociaux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'absence de remords, c'est pour ça qu'il faut analyser correctement ces phénomènes, c'est-à-dire qu'en fait, ils prennent non pas la même logique que nous. Non pas comme un but, mais comme un moyen. Mais comme un moyen pour eux, c'est un moyen d'existence. Et c'est pas comme nous, mais c'est un moyen pour eux d'exister. Mais c'est aussi un prétexte. Hein. Ouais. Tout à fait. Alors, la violence extrême, c'est-à-dire le fait tout simplement déjà d'élaborer ce plan terrible, c'est cet attentat, de commettre donc ces assassinats, ça génère en fait un équivalent traumatique sur le cerveau et ça donne, ça fait libérer par le cerveau une sorte de cocktail morphine-kétamine, de morphine et de kétamine, qui donne un véritable sentiment d'élation. Vraiment, c'est pour ça. Quand on parle d'addiction, c'est un mot qui est juste et aussi qui déconnecte toutes les émotions, ce qui fait qu'ils sont plus du tout encombrés. C'est-à-dire, ils sont dans l'action ou ils sont dans une sorte de jeu vidéo pour eux? Ils sont dans l'action, bien entendu, puisque c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils ont cherché à faire. Ils savent très bien ce qu'ils font, mais ils ont un sentiment d'élation et de toute-puissance totale, et ils ne ressentent plus aucune émotion négative. C'est ça qu'ils recherchent. C'est-à-dire que c'est vraiment... Inhibition totale. Désinhibition totale. Et comment on explique le passage à l'acte? Comment on explique qu'un matin, il se soit dit j'y vais aujourd'hui, ou alors il y a 3 semaines, je vais prévoir ça? Alors souvent, ce sont des mécanismes qui se mettent en place petit à petit. C'est-à-dire que le fait d'élaborer le plan fait monter une sorte de système traumatique qui vont faire qu'ils vont être de plus en plus, ils vont avoir ce sentiment d'élation et où ils vont être ivres de ce qu'ils vont faire. Et à un moment donné, il faut passer à l'acte pour continuer ce système-là, pour pouvoir ressentir en fait ce sentiment de toute puissance et d'élation. Alors on va faire un petit point sur l'enquête maintenant. On sait qu'il y a toujours 2 personnes gardées à vue, sa compagne et un ami, un mineur de 17 ans. On va faire le point avec ce sujet de Thibaut Malandre. Radouane Lagdim mort, c'est à son entourage que les enquêteurs s'intéressent désormais. Notamment à sa compagne de 18 ans et à l'un de ses amis de 17 ans, toujours en garde à vue ce soir. Les enquêteurs veulent évaluer leur degré de connaissance des projets terroristes de Lagdim, mais pour l'instant, l'un et l'autre disent n'avoir été au courant de rien. Les policiers vont également s'intéresser à une mouvance islamiste qu'ils connaissaient déjà, celle de Carcassonne. Située au cœur d'un triangle de foyers de radicalisation que sont le Mirail à Toulouse, Artigat et Lunel, le département de l'Aude compterait une 50aine de personnes faisant l'objet d'une surveillance pour radicalisation. Et les opérations antiterroristes ne sont pas rares. Déjà, en mars 2014, une adolescente originaire de Lézignan-Corbière était partie rejoindre les rangs de l'État islamique. Juin 2016, un jeune homme de 22 ans est arrêté à la gare de Carcassonne. Fiché S, il reconnaît en garde à vue avoir voulu commettre une attaque contre des touristes, notamment russes et américains, dans la cité de Carcassonne. Mai 2017, enfin, en plein centre-ville, un gérant de snack est interpellé, soupçonné d'être impliqué dans le financement d'une filière djihadiste. Radouane Lagdim, lui, était jusqu'à vendredi surtout connu pour sa délinquance de droit commun. En France, mais pas seulement, les autorités espagnoles ont indiqué qu'il était également suivi par leur police, le soupçonnant d'appartenir à une organisation internationale dédiée au trafic de drogue et au crime organisé. Driss Saïd Youssef, le but là, de ces gardes à vue, de l'enquête qui se poursuit, c'est d'essayer de comprendre où il s'est radicalisé et s'il a des complices. Où est-ce qu'il s'est radicalisé, où il a obtenu l'arme et quel est l'événement déclencheur. C'est ça. Et puis de savoir si effectivement il avait des contacts, des contacts, puisque la revendication est apparue relativement assez rapidement, c'est de savoir s'il a été téléguidé par un commanditaire en France ou ailleurs. Intéressant ce que dit la police espagnole, qu'elle le suivait aussi pour des histoires de trafic de drogue. Là. Oui, tout à fait. Ouais. Oui. Tout ça, c'est toujours lié. Mais c'est finalement le parcours, assez classique. Et effectivement, ce qu'il faut essayer de, en tout cas, arriver à démontrer, c'est l'événement déclencheur. C'est qu'il y a une sorte de préparation, mais qu'est-ce qui va permettre, à un moment donné, de déclencher cette opération? On l'a vu
Laouache Boulal a été convoqué, lui, l'auteur de l'attentat de Nice, a été convoqué par les policiers pour une histoire de violence conjugale, etc. Donc on peut estimer que, pensant que peut-être il allait avoir des problèmes un peu plus importants, il est passé à l'acte. L'auteur de l'attentat à la gare de Marseille-Saint-Charles, Il était énervé, il y avait quelque chose qui l'énervait voilà, apparemment. donc sortait de sa garde à vue, il devait faire l'objet d'une reconduite à la frontière. Il y a peut-être à chaque fois un événement déclencheur. Et la drogue qui va là-dedans, pousser un individu. ça peut aussi expliquer les choses. Ah ben c'est un événement. Quand on est dans c'est un autre phénomène. état. Bien sûr, c'est un phénomène aussi complémentaire. Laouache Boulal était alcoolisé, il était, voilà, alors qu'en fait, la consommation de stupéfiants mélangés à de l'alcool n'arrange évidemment rien du tout. Muriel Salmona, alors pardon, et juste après. Je voulais juste dire en lien avec ce que vous avez dit, il y a un parcours individuel que vous allez pouvoir nous préciser, mais n'oubliez pas que Daesh donne des mots d'ordre permanents en disant à propos des habitants de France notamment, attaquez-les par tout moyen, à tout moment, avec un véhicule, avec un couteau, avec ce dont vous disposez. Voilà. Et ça, ce mot d'ordre qui sort par les circuits, par Internet, il est permanent. Donc, il y a le passage à l'acte, mais il y a aussi l'obéissance à ces mots d'ordre permanents. Muriel Salmona. Oui, je voulais rebondir sur le fait, justement, par rapport à ce que vous décriviez de phénomènes de tension qui vont précipiter le passage à l'acte. En fait, la violence sert à faire disjoncter ces systèmes de tension pour justement faire sécréter par le cerveau des drogues dures qui vont leur permettre de s'anesthésier, de soulager cet état de tension. Donc ils utilisent la violence pour pouvoir échapper à toute une tension intérieure. Ils vont instrumentaliser donc des idéologies, des combats, des situations, et cette violence leur est utile. Et l'alcool, la drogue, en fait, n'est pas nécessaire, mais participe à la même situation. C'est qu'elle peut leur permettre de soulager les tensions, mais sauf qu'il y a des moments où ils ont accumulé tellement de tensions avec toutes les violences qu'ils ont commises, ils sont des véritables cocottes minutes, que du coup, ils ont besoin de passage à l'acte de plus en plus violent pour pouvoir effectivement soulager cette tension. On a l'impression qu'on se pose toujours un peu la même question. C'est vrai que là encore, connu des services de police, connu des services de renseignement, mais visiblement pas de signe de passage à l'acte. C'est toute la difficulté des services de renseignement, c'est d'évaluer la dangerosité des fichiers S auxquels ils ont affaire. La dangerosité, oui, puisqu'on dit qu'il a été en 2016 et 2017 fait l'objet d'un suivi ou d'une enquête. Bon, reste à savoir, est-ce que c'est une enquête administrative ou une enquête judiciaire. Ensuite, sur ces deux modes d'enquête, reste à savoir si c'est une enquête un peu électronique, au moyen de captation de données électroniques, électromagnétiques. D'ailleurs, on va fouiller l'ordinateur portable, le téléphone portable, on va capter les données pour voir s'il n'y a pas des éléments qui permettent de déterminer qu'il est en contact et qui prépare celui-là, quelque il est chose. dangereux, il faut le surveiller ou pas? Qui prend la décision? Ça, ce sont les services de police qui enquêtent lorsqu'ils enquêtent sur l'individu, l'entourage, l'antenne régionale, et qui va évidemment, soit par le biais d'une filature, soit par le biais de captation de données, qui va déterminer si le type est en train de préparer quelque chose ou non. Après, force est de constater qu'un individu comme ça, qui, a priori, même si c'est, on l'a vu, extrêmement dangereux, il n'est pas dans le haut du spectre. C'est-à-dire qu'il ne s'est jamais rendu dans un théâtre d'opération terroriste extérieure. Il a manifestement jamais été emprisonné pour des faits de terrorisme. Donc il n'apparaît pas comme une cible de choix prioritaire pour les services de renseignement. Les services d'ailleurs étaient en train peut-être de le rabaisser dans les radars. Il avait été sorti du fichier des personnes radicalisées une première fois. On l'y avait remis. Et puis là, ces derniers mois, selon les informations que nous avons, on pensait à le ressortir à nouveau. Donc on sent qu'évaluer sa dangerosité, c'était compliqué. C'est assez compliqué parce que sur un individu comme ça qui manifestement peut être seul ou dans un petit groupe, si on n'a pas d'éléments probants, je rappelle qu'il avait fait l'objet d'un contrôle par la PAF et qu'effectivement la police aux frontières, merci, et donc il a été contrôlé, et donc dans une fiche S, vous avez de S2 à S14 des comportements à voir. Les policiers ont pris un certain nombre d'informations et au travers de ces informations, rien ne laissait à penser qu'il représentait une menace grave pour l'ordre et la sécurité mais certains publique. font de la dissimulation aussi, non? Oui, ça s'appelle la taquilla, mais là encore, c'est déjà arrivé. Mais comment voulez-vous, pour des services de police, de renseignement,
pas nombreux et qui doivent à un moment donné surveiller des milliers d'individus, passer beaucoup plus de temps qu'il n'en faut sur un individu. Elle est là la difficulté. C'est-à-dire que, en fait, c'est accabler les services de renseignement en disant mais très bien, vous avez laissé, il y a des trous dans la raquette. Ce n'est pas la vérité. C'est extrêmement difficile. Justement, on va voir peut-être l'évolution de la surveillance de ces radicalisés avec cette enquête de François-Xavier Ménage. Depuis les attentats de Charlie Hebdo, le renseignement compte davantage de moyens humains pour repérer les individus radicalisés. D'ailleurs, en plus des fichiers S, depuis 3 ans, il existe un autre fichier regroupant les personnes soupçonnées d'être radicalisées en France. Un fichier secret défense. Fin 2015, 11 500 noms inscrits. Aujourd'hui, 19 819, dont Radouane Lagdim. Parmi ces individus, environ 4 000 considérés comme problématiques, surveillés par la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, un tiers de fonctionnaires en plus en 3 ans. Quelques dizaines de radicalisés, potentiellement très dangereux, sont même surveillés en permanence, 24 heures sur 24. Pour chacun, une vingtaine de policiers et gendarmes mobilisés. Pour ce spécialiste des questions de sécurité, ces efforts supplémentaires en termes d'effectifs, ça ne suffit pas. Il y a des efforts budgétaires à faire, véhicules, logements et de manière générale les équipements. Et ça vous semble urgent? Ça semble très urgent, c'est vrai pour la gendarmerie nationale, c'est vrai aussi pour la police nationale. Autre enjeu pour le gouvernement, mieux coordonner les nombreuses agences antiterroristes. Depuis 9 mois, une cellule regroupe tous les jours à l'Élysée l'ensemble des acteurs. Et pour plus d'efficacité sur le terrain, Emmanuel Macron demande aujourd'hui au préfet d'éplucher dans tous les départements les dossiers des individus signalés comme radicalisés. Michel Bernard-Requin, comment vous analysez cette demande d'Emmanuel Macron via les préfets de faire remonter tout le monde? C'est quoi? On tape du poing sur la table du côté de l'exécutif parce qu'il y a eu une faille? Non, moi je ne dirais pas ça. Non, je pense que c'est simplement pragmatique. Il faut renforcer l'efficacité des services. Parce qu'elle n'a pas eu lieu? Elle est toujours à renforcer. Le gars est passé en dessous des radars. Elle est toujours à renforcer. Encore une fois, vous avez très bien expliqué comment il n'était pas dans les plus surveillés pour des raisons logiques et techniques. Il y en a qui vont jusqu'à dire que dans notre pays de droit, on devrait faire un Guantanamo à la française, un internement préventif des 10 000, 15 000, voire 18 000 personnes fichées. C'est absolument impensable. C'est contraire. Pour le coup, les terroristes auraient gagné là, puisqu'on renoncerait à nos libertés fondamentales. Mais moi, je pense que ce qu'on vient de voir, On a eu dans une autre époque le bagne de Cayenne. Hein. Oui. Ouais. Le bagne de Cayenne, c'était autre chose. On a eu aussi des camps d'internement pendant la dernière occupation allemande. Ça, c'est sûr. Mais tous les Anglais, par exemple, étaient internés en France. Mais il faut savoir que là, je pense que ce que vous venez de me montrer, avec le regroupement de tous les services et le pouvoir accru des préfets, c'est forcément pour plus d'efficacité. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas marché. En France, on veut toujours dire qu'est-ce qui n'a pas marché. Vous dites on se trompe? En fait, je pense qu'on se trompe. Je pense que la circulation, en tout cas de l'information, il y a un après 13 devant, un avant et un après. Je pense que l'information circule mieux. Il y a aujourd'hui au sein de la DGSE et de la DGSI 2 cellules, Hermès, ALAT, avec des coordonnateurs, avec des représentants de chaque service, où l'information, elle circule de mieux en mieux. Là où on se trompe, c'est qu'on pense que ces fichiers vont nous faire parler, ou en tout cas vont nous faire prendre des décisions sur un individu, sur la dangerosité. Le fichier, ça concentre de l'information. Ensuite, il faut les analyser. Se dire, bon voilà, on a telle information qui remonte de telle région, l'individu, il est en contact avec un autre individu, il pourrait poser un problème grave pour l'ordre de la sécurité publique et il faut intervenir. N'attendons pas à ce que ces fichiers fassent le travail à notre place. Donc si on attend ça, ce n'est pas possible. Alors en tout cas, les politiques commencent évidemment à donner de la voix, tous bords confondus, ça va continuer demain, un sujet collant. toute la journée. Écoutez par exemple ce que pensait de ces fichiers S Florian Philippot. On a vu déjà 19 fichiers S impliqués dans des attentats en France et en Belgique depuis 2014. Donc on voit qu'il y a un énorme problème. Ils sont censés être particulièrement surveillés, ils ne le sont pas, ils sont très très nombreux. Moi ce qui me frappe, c'est que ceux qui sont étrangers restent en France, alors qu'ils devraient être remis et reconduits à la frontière immédiatement en étant fichiers S. Ceux qui sont binationaux, comme dans la triste affaire de Trèbes,
franco-marocains devraient être déchus de la nationalité puis expulsés du territoire national. Quant aux autres qui sont simplement de nationalité française, ceux qui restent, il faut évidemment les surveiller étroitement. Et pour cela, ça suppose de remettre des moyens supplémentaires pour la police, la gendarmerie et les renseignements, surtout les renseignements et la maîtrise de nos frontières nationales. Si vous voulez, c'est tout un dispositif, il faut prendre les sujets un par un et y répondre précisément parce que sinon on va continuer à avoir les attentats se multiplier et à chaque fois on se dira mince, c'était un fichier S et on n'a rien fait. Voilà pour cette réaction de Florian Philippot. Et puis autre réaction, celle d'Éric Ciotti, député Les Républicains des Alpes-Maritimes. Lui, il veut qu'on déclare à nouveau l'état d'urgence. Une réaction là-dessus peut-être, Drissa Youssef? Alors, sur la première réaction, je trouve que de faire porter le chapeau au fichier S, c'est-à-dire qu'on peut pas... C'est-à-dire que le fichier S va vous donner des indications sur un individu, sur une appartenance ou avec une mouvance, pas djihadiste mais islamiste. Ce qui ne veut pas dire forcément qu'il représente une menace pour l'ordre et la sécurité publique. Et il n'y a aucun tribunal administratif qui acceptera, si l'individu fait appel, qui acceptera la reconduite à la frontière au motif uniquement là-dessus. Ce n'est pas possible. Donc Florian Philippot devrait le savoir. Ensuite, on est dans un état de droit. Mais on est dans un état de droit. C'est-à-dire que c'est mais lui, il va plus loin. Il veut la déchéance de nationalité. Oui, c'est la déchéance de nationalité pour les binationaux, etc. Mais ce n'est pas possible. C'est-à-dire que, et y compris, on le sait bien, la problématique du fichier S, c'est qu'il y a des individus qui sont dedans. Ça remonte tous les jours. Il y a des individus qui n'ont rien à y faire. Voilà, c'est aussi une réalité. Et c'est aussi la réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'individus qui sont dangereux. Qu'est-ce qu'on en fait ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une qualification qui s'appelle association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. C'est une qualification, droit pénal, qui nous permet de prévenir la commission d'un attentat et dans quelques mesures de prévenir la prévention de la prévention d'un attentat. Donc on dit une qualification un peu fourre-tout, mais qui nous permet de mettre derrière les barreaux pour environ une dizaine d'années un individu qui peut présenter une menace pour l'ordre et la sécurité publique. Moi, je l'ai souvent fait. Mais voilà. Mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas prendre une décision de masse sur 18 000 personnes. Ça, c'est pour Philippot. Et pour ensuite Éric Ciotti, qui nous parle de l'état d'urgence. Mais pourquoi faire ? C'est-à-dire que tout le monde s'accorde à dire, les parlementaires en premier, ce sera dans le Figaro de demain, s'accorde à dire que l'état d'urgence, après quelques semaines, n'avait plus aucun effet. Et dans la loi du 31 octobre 2017, nous avons repris notamment le périmètre de protection, l'assignation, qui ne s'appelle plus l'assignation individuelle, la surveillance individuelle. Qui ont été intégrés dans le droit commun. C'est la transposition de l'état d'urgence dans le droit commun. Pourquoi dans le droit commun ? Parce qu'on essaye de remettre le juge judiciaire au centre du dispositif, parce que seul le juge judiciaire est le garant de la liberté individuelle. L'arsenal législatif, on l'a. Mais on l'a. Ça ne sert à rien d'aller plus loin. On ne peut plus rien. Non seulement ça ne sert à rien, mais je crains que ça ne soit pas possible. L'association de malfaiteurs à visée terroriste, elle est déjà très large. Elle nous permet même de réprimer celui qui a simplement un projet, même s'il est très vague, et qui n'en est qu'à l'acte préparatoire. C'était la première fois dans notre droit pénal qu'on réprimait l'acte préparatoire et un projet même vague. L'intention, quoi. Donc voilà. Alors, on peut toujours recréer des lois. Moi, j'étais favorable, et je le suis, à la loi du 31 octobre 2017. Certains disaient « Oh non, c'est trop liberticide ». Non, il le fallait, mais c'est tout. Mais il ne faut pas vouloir... Alors, la déchéance de nationalité, l'état d'urgence n'apportera rien. Donc on a atteint un plafond, c'est-à-dire ce genre d'acte qui arrive, c'est inévitable. Mais c'est exactement ça. On peut améliorer la transmission, la connexion de fichiers sur le plan judiciaire. On a amélioré la formation. Policiers, gendarmes, militaires, on les a mieux équipés. On a doté tout ça d'un schéma directeur de déploiement à tel point que ça a bien marché. Hélas, même s'il y a eu des morts, les commandos de la BRI du GIGN se sont bien déplacés assez rapidement. Pierre Radbariti, d'ailleurs, les changements. Bien sûr, on a donné beaucoup plus de moyens à l'autorité judiciaire. Ils ne sont pas assez nombreux. Voilà. Ça, on a le droit de le dire. Il y a des recrutements qui sont en train de s'opérer. Et sur le plan juridique, on a donné beaucoup plus de moyens. On arrive au maximum de ce qu'on peut faire sur le plan technique, humain et organisationnel. Après, il faut faire du fond. Et faire du fond, ça veut dire quoi ? Travailler l'éducation de sorte à ce qu'à un moment donné, on n'ait pas des gamins de 15 à 16 ans qui crient « Ouais, super, Mohamed Merah, c'est le meilleur ». Donc ça, c'est éducatif. Mieux associer les parents, mieux doter les établissements, mieux former les enseignants. Et ensuite, la prison. Parce que ceux qui sont emprisonnés pour des faits soit des faits de terrorisme ou qui se sont radicalisés en prison, ils vont bien sortir un jour. Est-ce qu'on prépare la récidive ou pas du tout ?
Il y a un plan de prévention de radicalisation du gouvernement qui est sorti, on en reparlera. Muriel Salmona, vous souhaitiez réagir? C'était à ce propos-là, puisque j'étais auditionnée, je travaille justement dans le cadre de la réflexion sur la radicalisation. Ce qu'il faut voir, et c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que c'est des parcours extrêmement violents et que le premier facteur de risque de commettre des violences extrêmes, c'est d'en avoir subi. Donc c'est des enfants souvent qui ont subi d'énormes violences et qui ensuite ont commis des violences. Et on le voit aussi chez les femmes qui vont se radicaliser, qu'elles sont plus de la moitié à avoir subi des violences sexuelles. Partie des violences les pires, des crimes. Donc c'est aussi protéger les enfants, c'est aussi être beaucoup plus attentif aussi aux violences que ces gens-là commettent. Donc ça commence par les services sociaux, par exemple? Ça commence par dépister les enfants qui subissent des violences extrêmes dans les familles, parce que c'est les mêmes qu'on va retrouver ensuite, et aussi dépister toutes les autres personnes qui vont subir des violences par ces personnes qui deviennent violentes. Enfin voilà, on est dans un système où ça s'auto-entretient, ça s'alimente continuellement, et là, il faut agir. Et ça fait partie du plan aussi de lutte contre les violences faites aux femmes, de dépister systématiquement les violences sexuelles, mais c'est toutes les violences physiques, les grandes négligences, parce qu'on sait que c'est le premier facteur de risque de commettre des violences. Vous disiez que la loi avait évolué, notamment du temps de Bernard Cazeneuve, je crois, avec le regroupement, la décentralisation en quelque sorte des moyens d'élite, du GIGN, du RAID. On va voir ça avec Pierre Baretti. Encercler les lieux, laisser les unités d'élite intervenir, prépositionner les secours. Des automatismes suite aux différentes attaques terroristes en France. Première règle, tenter de négocier avec le preneur d'otages. Un officier du GIGN lui parlait régulièrement. Il était épaulé par d'autres négociateurs, pendant que les services de renseignement s'intéressaient au profil de l'assaillant. Avec un seul but, donner le maximum d'informations aux unités sur place. La prise d'otage n'aura duré que quelques heures. Un délai très court, qui s'explique par les nouvelles implantations du GIGN et du RAID. Le maillage français a été récemment renforcé, avec un déploiement maintenant réparti sur tout le territoire. Sur zone, il y avait des hommes du GIGN, du RAID ou de la BRI, basés à Toulouse ou à Montpellier. Voilà, on a pris conscience que les actes terroristes pouvaient arriver n'importe où. D'où cette réforme donc, de Bernard Cazeneuve. Oui. Et là, ils sont arrivés en 20 minutes, je crois. Alors, c'est ça. Donc, il y a un premier dispositif de 12 commandos arrivés, et puis ensuite, en renfort le reste de l'antenne, c'est-à-dire 25 personnes, avec des renforts de Versailles qui sont partis en hélicoptère pour appuyer. Mais là, ils arrivaient de Toulouse, donc c'est quand même plus près que Versailles. Absolument. Donc, c'est pour ça que je dis à titre personnel que cet événement aussi dramatique est-il, qu'il a été géré comme il se devait, c'est-à-dire à partir du moment où il y a la commission d'un attentat, où on a la confirmation qu'il s'agit d'un attentat terroriste, on a tout un dispositif qui se met en place avec des moyens qui ont été déployés et avec une issue, même si... On la voit cette carte de décentralisation des moyens. On a envie de dire pourquoi ça n'a pas été fait avant. Il a fallu attendre des drames pour se dire que oui, le GIGN, il faut qu'il soit partout. Oui, mais parce que c'est aussi dans notre tradition, dans un État très jacobin, de tout centraliser. Encore aujourd'hui, on réfléchit avec un parquet national antiterroriste. On est encore dans cette espèce de rhétorique qui n'est pas une bonne rhétorique. On décentralise un certain nombre de choses et on en centralise. Il faut décentraliser, il faut donner des compétences aux parquets locaux, former les parquets locaux comme au travers d'une circulaire avec la création d'un coordonnateur dans chaque parquet local de la lutte contre le terrorisme. C'est important, il faut leur donner la possibilité, y compris d'instruire des dossiers, parce que je trouve qu'on est dans un contentieux de masse. On arrive dans un contentieux de masse. Donc il faut donner les moyens aux parquets locaux. Un peu plus réservé, parce que la compétence spécifique du parquet de Paris, qui a une compétence concurrente. De 86. Oui. Et également, il y a le corps des juges d'instruction. Vous dites que ça n'est plus adapté. Je dis en tout cas, moi, que ce sont des gens qui sont très, comment dire, ils les connaissent, sur les grosses filières, ils les connaissent bien. Voilà, vous aviez des juges, vous pouviez avec Trévidic, avec Gilbertil, avec d'autres, ils avaient une connaissance extraordinaire de tous les réseaux terroristes. Et ça, c'était lié au fait qu'ils étaient spécialisés et qu'ils étaient à Paris dans un parquet spécifique et dans un pool d'instruction. Oui, mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rôle de coordonnateur au niveau national. On peut faire les deux. Mais absolument. Je trouve que sur un contentieux de masse, où on a effectivement un individu qui, à Marseille, par exemple, avec un couteau, c'est un attentat très grave. Et dans le même temps,
est-ce qu'on doit confier cette affaire, cette instruction au parquet national, au parquet parisien, ou alors confier cette compétence au parquet local? Et c'est quoi le parquet national antiterroriste d'ailleurs? On sait que c'est une des mesures de voilà, Macron, ce débat. Jusque-là, toutes les affaires de terrorisme sont gérées au niveau du parquet de Paris, donc qui s'occupe de toutes les autres affaires qui concernent Paris. Et là, la ministre de la Justice a annoncé en décembre dernier que serait créé un parquet national antiterroriste, c'est-à-dire un parquet qui va s'occuper de traiter toutes les enquêtes de terrorisme. Et pour décharger le parquet de Paris, la ministre de la Justice a annoncé. Pourquoi faire ce parquet? Eh bien, parce qu'elle considère que la menace est beaucoup plus diffuse, beaucoup plus difficile à repérer. Et donc, il faut avoir un parquet qui n'a qu'une seule compétence et pas un parquet comme le parquet de Paris qui s'occupe de peut-être trop d'enquêtes. En tout cas, c'est la supposition du gouvernement. On va revenir quand même sur ce qui s'est passé durant ce week-end à Trèbes et notamment ce qui s'est passé dans ce Super U cerné par les hommes du GIGN, par les gendarmes, parce que depuis, eh bien, un certain nombre de personnes qui étaient à l'intérieur du supermarché parlent et ces témoignages sont importants. Regardez ce sujet de Yannick Kézard. J'ai fait mes courses tranquillement. Je suis arrivé à la caisse vers 10h30, 11h moins le quart. Le terroriste est rentré, il a tiré dans l'allée centrale en nous demandant de nous coucher. Donc on a cru que c'était une blague. C'est à la deuxième détonation où là il a crié sa fameuse phrase en arabe et soldat de Daesh. Et là il a tiré une troisième fois. On a entendu les ding-ding des douilles qui tombaient, donc là on s'est couché. Au premier tir, donc les deux personnes qui étaient avec moi, la première s'est couchée avec moi et l'autre est tombée raide. J'ai lancé mon caddie et je suis partie en courant, mais il devait être à quoi 2 mètres derrière moi. Puisque c'est là que je l'ai entendu me courir après en me disant « Ne courez pas, couchez-vous, sinon je tire ». Et là, je ne l'ai pas écouté. J'ai continué à courir comme des fous, on courait comme des fous. Et on s'est retrouvés donc à l'extérieur du Super U, mais derrière le Super U. Il a pris la caissière qui était à la caisse centrale, à l'accueil, en otage. Et puis, au bout d'une heure, les forces d'intervention ont réussi à pénétrer dans le Super U. Le lieutenant-colonel s'est avancé dans l'allée centrale, les bras levés. Et il a posé, alors ce que je pensais être son arme, et après j'ai compris que c'était son téléphone portable. Il s'est avancé et il a demandé à ce que la personne otage soit libérée et qu'il allait prendre sa place. Et le terroriste a apparemment pas libéré tout de suite l'otage. Il les a gardés tous les deux un moment, et puis après nous, les forces de l'ordre sont intervenues derrière lui, et nous ont libérés à 4 pattes. Au fur et à mesure, on est passé dans les rayons, on a pu être libérés par le fond de la poissonnerie. La façon dont il était armé, la façon dont il tirait, parce qu'il tirait n'importe comment en étape. Et cette agressivité, et cet énervement qu'il avait dans la voix, on sentait qu'il était prêt à tout, quoi. On ne pense pas à autre chose qu'à sauver sa peau. J'ai pensé au Bataclan. J'arrive pas à penser que ça pouvait nous arriver. Ça n'arrive pas qu'aux autres, malheureusement. J'ai toujours ce bruit, ces déflagrations dans les oreilles, cette phrase. Soldat de Daesh, soldat de Daesh. Voilà, témoignage très fort. Là encore, on les sent extrêmement choqués, traumatisés. Et en même temps, est-ce qu'on peut dire que les Français s'habituent en quelque sorte à la menace? Tout de suite, ils ont su que c'était Daesh, ils ont entendu Allahu Akbar, ils sont tout de suite dit voilà, c'est une attaque terroriste. On peut parler d'une... Sans parler de situation à l'israélienne, est-ce que les citoyens commencent à avoir un comportement pour répondre à ça? Enfin, je pense que ils s'habituent pas, on s'habitue jamais. C'est pas possible, mais ça devient une réalité fréquente. Donc, et on fait avec. On est bien obligé de composer avec. Et du coup, je pense qu'il y a une sorte, en revanche, le fait que la menace soit continuelle, ça met dans un état un peu de sauvegarde, de survie, où il y a une sorte de distance, mais ça ne veut pas du tout dire qu'on n'est pas impacté, mais on arrive à le mettre un peu plus à distance, alors qu'au départ, que ce soit, par exemple, en 2015, 7 janvier, le 13 novembre, là, tout le monde prenait ça de plein fouet. Et puis, cette distance-là, elle est pas très efficace parce que petit à petit, heure après heure, on prend conscience de la gravité du phénomène, mais c'est souvent un peu plus décalé. Mais d'autant que c'est très difficile quand même. Un seul terroriste qui n'est pas un professionnel, qui a 26
6 ans, qui avait vécu dans une cité de Carcassonne, de tenir tout un supermarché. Je veux dire, il aurait des complices, ce serait beaucoup plus simple pour lui, quelque part. Oui, mais c'est tout. Elle le disait très bien, cet otage, qu'elle a eu peur, et le monsieur dit, mais j'ai qu'une seule envie, c'est de sauver. L'otage qui dit, il m'a donné l'ordre de faire je sais pas quoi, je ne l'ai pas suivi. Oui, tout à fait. Hein. Oui, je suis parti. Et qu'il était à 2 mètres de moi. C'est-à-dire que la réaction naturelle d'un individu, c'est de tenter de sauver sa peau, à juste raison. Et c'est de partir. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que d'ailleurs, depuis les années 95, avec l'attentat dans le RER, il y a une certaine forme, pas de résilience, la résilience est arrivée bien après, mais en tout cas de sensibilisation de l'opinion de nos concitoyens sur il faut faire attention, votre environnement est important, c'est la raison pour laquelle quand vous prenez le train, le métro ou l'avion, on vous dit, vous avez des messages réguliers, on vous dit, faites attention à vos bagages, restez à côté, il faut signaler les bagages, etc. Et là, de plus en plus, avec ces attentats maintenant depuis quelques années, où effectivement, non seulement les Français sont habitués par des exercices dans leurs entreprises ou ailleurs, et une certaine forme de résilience qui s'installe de plus en plus sur participer à leur sécurité au quotidien, en dénonçant ou en prenant des initiatives courageuses, comme l'a fait ce gendarme, pour essayer de résister à cette menace. Oui, tout à fait. Il y a une vigilance qui s'est créée. Hein. Oui. Une vigilance qui est, moi, je crois, très positive. Même, d'ailleurs, vous parliez en même temps de résilience et de vigilance. Oui. Alors, la résilience, les conduites effectivement qui font qu'il y a une surveillance de tout ce qui nous entoure, c'est parfaitement normal. Et puis, il y a aussi le phénomène de surprise fonctionne de moins de plein fouet. C'est-à-dire que c'est quelque chose, je pense que les personnes, là, elles ont immédiatement compris ce qui se passait, parce qu'on est surinformé. Donc l'information permet d'être moins sidéré sur le moment et du coup de pouvoir plus agir. Et puis il y a des consignes qui ont été données, mais ça n'empêche que toutes les personnes vont être extrêmement traumatisées. Hein. Ça n'empêche pas le traumatisme qui est... Parce que là, on a voulu les assassiner. Je veux dire, ça fait partie des conséquences psychotraumatiques très lourdes qui peuvent s'installer sur des mois, voire des années, voire des dizaines d'années, et qui nécessitent une prise en charge. Comment on les prend en charge? Comment on gère ce traumatisme après coup? On voit ça avec Garance Pardigon. La parole de ceux qui ont échappé à l'horreur dans le supermarché. Ce jour-là, j'ai eu une bonne étoile, je devais y aller le matin et j'y suis pas allée. Le silence des autres. Les 50 personnes témoins ou otages de l'attaque. Pour le moment, elles ne s'expriment qu'entre elles. On se heurte à des bouches fermées. J'ai essayé de m'introduire auprès d'une discussion entre elles et la personne qui parlait s'est tout de suite arrêtée. Elle ne parle pas. Des bénévoles démunis, une mairie transformée en bunker depuis 2 jours. À l'abri des regards et des caméras, des psychologues et 3 associations se relaient pour libérer la parole. Elles sont complètement stressées et désorientées et murées dans la peur qu'elles ont eue bien sûr et dans le souvenir de tout ce qui s'est passé, des coups de feu. Cette cellule psychologique a été ouverte dans l'urgence. Dès demain, les victimes seront prises en charge à Carcassonne. Il leur faudra des jours, des mois, peut-être des années pour surmonter leur traumatisme. On peut nommer, mettre des mots, c'est ce qui leur arrive. Souvent, ils n'y arrivent pas. Nous, on met des mots, on leur explique que compte tenu de la situation, de cet attentat, de ce drame, il est normal qu'ils aient eu des émotions exacerbées, violentes. La peur de mourir, la douleur d'avoir perdu un proche. Les familles de Jean Mazière, Hervé Sosna, Christian Medves et Arnaud Beltrame sont elles aussi accompagnées dans leur deuil. Muriel Samona, ce genre de traumatisme, on l'a vu dans le sujet, ça peut durer, selon les personnes, ça peut durer des mois, des années. C'est universel. Hein, on n'est pas fait pour subir de tels stress. Donc le cerveau a des réactions, a des mécanismes de sauvegarde qui vont entraîner des conséquences, dont une mémoire traumatique, et c'est normal de l'avoir, et des phénomènes de dissociation. Et cette mémoire traumatique, elle doit être traitée. Enfin, c'est un peu comme si, on vous tape dessus, c'est normal d'avoir des fractures en quelque sorte. On tape. Là, c'est pareil, le
stress extrême, ça entraîne des fractures au niveau du cerveau qu'il va falloir réparer. Donc il faut mettre les personnes en sécurité, il faut leur donner des soins, diminuer leur niveau de stress et faire en sorte que cette mémoire traumatique qui leur fait revivre à l'identique par des flashbacks, des cauchemars, vous savez, c'est aussitôt qu'il y a un bruit sec, toutes les personnes qui ont été par exemple au Bataclan, d'un seul coup, ils reviennent dans la fosse, ils revivent l'horreur, les mêmes sensations, les mêmes douleurs. Et petit à petit, ce travail que l'on fait, psychothérapique, permet d'intégrer cette mémoire traumatique en mémoire autobiographique. On a vécu quelque chose de terrible, mais on ne le revit plus à l'identique, ça ne remonte pas à la moindre situation qui rappelle l'événement. Il n'y a pas besoin de mettre en place des stratégies de sauvegarde qui souvent sont des risques. Les gens vont chercher soit à tout éviter, à tout contrôler, bouge plus, soit ils vont avancer sur le terrain miné, mais ils vont avancer avec de l'alcool, avec de la drogue. 50% des personnes qui ont vécu des traumas très graves comme ça peuvent avoir recours à de l'alcool et de la drogue pour pouvoir s'anesthésier. Et ça, on peut l'éviter en accompagnant les personnes. Évidemment. Il nous reste 1 minute. Moi, j'ai une dernière question, Driss Ait Youssef, peut-être. Qu'est-ce que cherchent les terroristes là? Un Redouane Lagdine savait qu'il n'allait pas changer la France, qu'il n'allait pas... Quel est l'objectif? Déstabiliser, faire peur, quoi? Je pense que c'est de donner, ça a été dit très justement tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils sont persuadés d'avoir raison, ils sont persuadés d'être beaucoup plus forts que tout le monde, et c'est d'essayer de donner un sens à sa vie qui manifestement était une vie de misérable. Et donc par cet attentat, il va donner un sens, un statut de soldat. D'ailleurs, il le dit quand il rentre, il dit « je suis un soldat de l'État islamique, Daesh ». Voilà, en fait, il donne par un individu, cet individu aurait pu mourir dans l'indifférence totale. C'est ça. Cet individu aurait pu mourir dans l'indifférence totale en se suicidant tellement sa vie était nulle. Et donc il a préféré, dans un acte exutoire, emporter avec lui des innocents. C'est ça. Donc il n'a aucun sens. Voilà. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus nous voir ce dimanche soir sur notre plateau. Vous restez avec nous, l'information continue sur LCI, LCI.fr.